Anne, collégienne parisienne âgée de 14 ans, se souviendra longtemps de sa journée du 3 février dernier. À la suite d'une bagarre survenue la veille devant son collège, l'adolescente a été placée ce jour-là en garde à vue. Une expérience qui lui a valu un réveil un peu brutal. J'ai entendu des grands coups à la porte, c'est ce qui m'a réveillée. Au départ, je dormais. Et là, la policière m'a dit bonjour, c'est la police. Là, il est 10h35 et à partir de maintenant, tu es en garde à vue. Finalement, Anne passera une dizaine d'heures au commissariat. Aujourd'hui, elle se dit choquée par ce qu'elle a vécu. Pour la police, pourtant, sa garde à vue s'est déroulée dans le respect des règles de la procédure. La garde à vue s'est très bien passée et la mineure ne s'est plaint à aucun moment ni d'être choquée ou ni d'être bouleversée par ce qui pouvait lui arriver. Anne a été interpellée avec 3 autres adolescents. D'après la police, ils auraient tous les 4 agressé une collégienne dont les parents ont porté plainte. Nous sommes en présence d'une jeune fille qui a été victime de violences sévères de la part d'un jeune homme, aidé de 3 jeunes complices, en l'occurrence ces 3 jeunes personnes. Mais là encore, les versions diffèrent. Anne affirme s'être simplement interposée dans une bagarre à laquelle elle ne participait pas. Sa mère trouve inadmissibles les méthodes des policiers. J'ai été complètement scandalisée quand elle m'a appris tout ça. Moi, ma colère a grandi au fur et à mesure qu'elle me racontait les choses. Pour en savoir davantage sur les conditions de cette garde à vue, une enquête administrative a été confiée à l'IGS, la police des polices. Anne, elle, comparaîtra devant un juge le 16 mars prochain. Et cette affaire donne un nouvel argument aux partisans de la réforme de la garde à vue, Laetitia. Une réforme qui suscite déjà la polémique. D'un côté, il y a les avocats. Ils demandent à être plus présents lors des gardes à vue. Pour faire valoir leurs revendications, ils s'appuient sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui insiste sur la nécessité de leur présence. Et puis de l'autre côté, il y a les policiers. Ils veulent être le plus efficace possible dans leur enquête. Et du coup, ils ne sont pas très favorables à cette réforme. En tout cas, il y a un point sur lequel tout le monde à peu près s'accorde, c'est que la garde à vue devient systématique. Pardon, mais je le dis en présence de Denis Jacob, qui nous a rejoint, l'un des dirigeants du syndicat de police Alliance, et de maître Charrière Bournazel, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre de Paris. Oui, là, tout le monde est d'accord, même le gouvernement le reconnaît. Le nombre de gardes à vue a littéralement explosé ces dernières années. Il y a trop de gardes à vue dans notre pays. Soyons clairs, la garde à vue, elle doit intervenir de façon exceptionnelle et elle doit en aucun cas être un acte de routine. Alors du coup, le gouvernement promet une réforme d'ici la fin 2010. Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Justice, a déjà quelques idées. Elle propose par exemple que la garde à vue soit réservée aux affaires de crimes et délits punis d'au moins 1 an de prison. Pour les délits mineurs, en revanche, elle a lancé l'idée d'une audition libre de 4 heures maximum, 4 heures durant lesquelles la personne interpellée pourra être entendue par les policiers. Alors un mot politique avant de donner la parole à nos nouveaux invités sur la réforme de la garde à vue, Pierre Moscovici. Elle est indispensable. Quand Luc Châtel lui-même concède qu'il y a trop de garde à vue, je dirais c'est pas le seul problème. Il y a trop de garde à vue dans ce pays. Il y en a, je sais pas combien, plusieurs centaines de milliers qui sont 800 000. Non. Je sais qu'il y en a 900 000. Je ne sais pas combien sont injustifiés. Mais plusieurs centaines de milliers, sans aucun doute. Deuxièmement, il y a un problème de conditions de garde à vue. Il ne faut pas généraliser parce qu'effectivement, il faut respecter le travail des policiers. Mais tout de même, il y a des choses qui se produisent. Il y a trop de, comme ça, dérapages qui sont incompréhensibles pour l'opinion. Et puis troisièmement, j'imagine que maître Charrière Bournazel en parlera, il y a le problème des droits, notamment de l'accès à un avocat. Et cette réforme est indispensable. Là encore, on parlait tout à l'heure, équilibre, sécurité, liberté. La sécurité, oui. Le travail des policiers, bien sûr. La garde à vue nécessaire, mais pas de pression, pas de politique du chiffre et une politique du droit. Et là, vraiment, la réforme est nécessaire et j'espère que mme Alliot-Marie, en l'occurrence, sera suivie. Dominique Paillet, on peut imaginer là pour le coup un consensus politique ? On peut imaginer un consensus politique sur le constat, effectivement, il y a trop de gardes à vue dans ce pays. C'est une évidence, encore que dans les chiffres, il y a également les gardes à vue qui sont liés à la délinquance routière et qui viennent obérer d'une manière assez significative les 800 000 que nous avons soulignés à l'instant. Pour autant, il faut, comme l'a dit Pierre Moscovici, préserver la capacité d'action de nos policiers. On ne peut pas leur demander des taux d'élucidation des enquêtes extrêmement élevés si on ne leur en donne pas les moyens. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. Ce que propose Mme Alliot-Marie me semble aller dans le bon sens. Encore faut-il en discuter dans les détails, parce que l'idée de l'audition libre limitée à 4 heures, il faut évidemment lui donner une certaine consistance pour que nous puissions constater de quoi il s'agit exactement. Pour le reste, je pense que, contrairement à ce que j'ai entendu ici et là, à aucun moment la Cour européenne des droits de l'homme n'a condamné la France. Je tiens à rétablir une vérité. Elle a condamné la Turquie.
mais elle n'a pas condamné la France, tout simplement parce que chez nous, on peut discuter des modalités, mais c'est ainsi et c'est heureux. Il y a une possibilité d'accéder à l'avocat dans la première heure, et c'est donc un respect profond des obligations européennes qui nous sont imposées. Maître Charrière-Bournazel, vous étiez déjà rencontré avec Denis Jacob sur ce plateau, et je vous avais promis d'élargir la table ronde aux politiques. Voilà, c'est fait. De débattre. Voilà, sur l'esprit de la réforme. Je crois, si vous voulez, qu'il faut, pour nos téléspectateurs, rappeler ce qu'est la garde à vue. Ah bah tiens, vous répondez à Lulu, je cite, eh bien, à quoi écoutez, devrait servir, je à sais quoi pas devrait que je servir, mais j'explique alors. À quoi devrait servir une garde à vue normalement? Voilà. La garde à vue est une mesure privative de liberté à un moment où une personne n'est pas encore condamnée. Sur le plan des principes juridiques, elle est donc une exception à la présomption d'innocence et qui est justifiée par deux raisons. La première, c'est de mettre la personne qui est soupçonnée, puisqu'elle n'est pas encore jugée, elle n'est que soupçonnée, hors d'état de faire pression sur des témoins qu'on a besoin d'entendre ou de supprimer des pièces qui sont nécessaires à l'élucidation d'une affaire. Donc, en soi, il n'y a pas de combat contre le principe de la garde à vue. Et la garde à vue est nécessaire dans un État républicain pour permettre ce que je viens de dire. Mais il y a une dérive française qui est tout à fait extraordinaire et qui est due à deux raisons. La première, c'est que nous avons une vieille tradition qui remonte à l'Ancien Régime. On arrête quelqu'un et on le tourmente, on le met dans des situations très difficiles pour le faire plier et qu'il avoue ce qu'on attend qu'il avoue. Ça peut donner des catastrophes comme Patrick Dils, qui a avoué qu'il était condamné aux assises, ou l'affaire Outreau. Mais pardonnez-moi, je ne vais pas être très long, mais il faut être très précis. Il y a une deuxième raison, c'est une politique du chiffre. Tous les policiers qui m'écrivent, que je vois, il y en a un très grand nombre qui s'en plaignent, ont été contraints à une politique de rendement. Et leur avancement et leurs primes sont fonction du nombre de gardes à vue. Voulez-vous me dire en quoi, lorsque quelqu'un qui a été surpris dans la rue un soir après un dîner avec un verre de trop, dont on a pris le permis et qu'on a obligé à rentrer à pied, qui n'est pas en état d'ivresse au point de faire n'importe quoi, doit être mis en garde à vue? Il y est mis en réalité, parce que ça fait une garde à vue de plus, et parce que la police s'autorise à ce moment-là à lui faire subir un châtiment, avant tout jugement, qui est absolument pas de son ressort. Ouf, le réquisitoire est sévère, et c'est un avocat qui le fait. Simplement, vous allez répondre, Denis Jacob, mais il y a une question qui vous est posée d'ailleurs, de Hubert. Est-il normal que le nombre de gardes à vue enregistrés soit un indicateur de l'efficacité d'un secteur? Alors justement, par rapport au nombre de gardes à vue, j'aimerais apporter certaines précisions. Si effectivement il y a une politique du rendement qui est donnée aux fonctionnaires qui est mise sur les fonctionnaires de police, au niveau des gardes à vue, c'est quand même un petit peu plus complexe. Il faudrait quand même préciser, et le rapport de l'Observatoire national de la délinquance de 2009 est très clair. Entre 1996 et 2009, les violences, les atteintes physiques aux personnes ont doublé. De 220 000, elles sont passées à plus de 450 000. Hein, donc c'est quand même impressionnant. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire parce que Maître Charrière-Bournazel vient de le dire. On a l'impression que les policiers feraient de la torture psychologique aux personnes qui seraient gardées à vue. Et vous voyez, c'est ce genre de stigmatisation que les policiers en ont marre. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ça fait des semaines, des mois que ça dure. Quand c'est pas la garde à vue, c'est le menottage. Quand c'est pas le menottage, c'est le taser. Quand c'est pas le taser, c'est les fouilles anales, c'est le tonfa, c'est l'arme de service. C'est quoi le tonfa, excusez-moi? Le tonfa, c'est le bâton, le nouveau bâton de police de défense qu'on utilise. Bon, je ne le connaissais pas, donc voilà. Tant mieux pour moi d'ailleurs. On n'a pas encore éprouvé, oui. Donc, à chaque fois, on stigmatise le travail de la police. C'est à croire qu'on veut lui retirer ses outils juridiques et matériels et l'empêcher de faire son travail de manière efficace. Donc ça, on ne peut pas laisser dire ça. Quant à la garde à vue, dans le sommaire, vous disiez nécessaire ou abusive. Nécessaire, oui. Abusive, non. Nécessaire parce que au niveau de l'enquête, c'est une étape importante dans la procédure pour faire avancer cette enquête. Et on a un devoir de réponse rapide vis-à-vis de la victime parce que ces derniers jours, on a beaucoup parlé des mises en cause, très peu parlé de la victime. Donc ça, il faudrait aussi recadrer. Et au niveau de l'abusive, non, tout simplement parce que la garde à vue, elle est régie par le code de procédure pénale et que les fonctionnaires de police, et que je précise officiers de police judiciaire,
parce que tous les policiers ne font pas des mesures de garde à vue, seuls les policiers, officiers de police judiciaire le font, et le font dans le cadre du code de procédure pénale, et quand ils prennent une mesure de garde à vue, ils en réfèrent au parquet. Le titre, pardonnez-moi Denis Jacob, le titre exact était garde à vue à répétition, nécessaire ou abusive, point d'interrogation. Hein. C'est le mot répétition, parce qu'effectivement il y a un nombre considérable. D'ailleurs il y a une question qui vous est posée, la garde à vue d'un mineur sans information des parents est-elle acceptable? Question de Robert. Je vous demanderai très brièvement les uns les autres pour laisser aussi la parole aux politiques. Non, je voudrais Est-ce que les parents sont toujours prévenus? Oui, c'est une obligation. Par exemple, dans l'affaire du 20e arrondissement... Mais au bout de combien d'heures? Immédiatement. Dans l'affaire du 20e arrondissement, quand la jeune a été interpellée, la mère a été immédiatement prévenue par téléphone. Elle a rappelé dans les 10 minutes pour lui demander notamment s'il y avait nécessité d'un avocat dès la première heure. Je voudrais rappeler que tous nos voisins européens, Allemagne, Danemark, Angleterre, Italie, Espagne, l'Espagne depuis 30 ans, admettent comme une obligation impérieuse que la personne ne soit pas isolée entre les mains de la police pour éviter les dérives. 900 000 gardes à vue par an, quelques 2000 parquetiers ne peuvent pas contrôler les 900 000 gardes à vue. Maître Charrière, il y a une question qui est posée. Non, une question. Un juge des libertés de permanence dans un commissariat pourrait-il être garant du respect des procédures lors des gardes à vue? Il en faut combien de dizaines de milliers de plus? C'est impossible. Il y a 13 000 magistrats en France, ils ne peuvent pas contrôler 900 000 gardes à vue. Surtout que tous ne sont pas du parquet. Ce que je veux dire, je ne peux pas supporter l'idée que la présence de l'avocat soit perçue comme quelque chose qui entraverait la recherche de la vérité. L'avocat est présent, il constate simplement que les conditions dans lesquelles ça se passe sont convenables, que la transcription de ce qui est dit par son client est exacte, que les conditions d'humanité sont remplies, c'est ce que demande la Cour de Strasbourg. Et en Angleterre, si l'avocat trouble l'interrogatoire, il est mis à la porte, c'est normal. Pierre Moscovici, d'un mot. D'un mot, je pense que c'est la voie en réalité. Parce que nécessaire, elle l'est, personne n'en conteste le principe. Abusive, il arrive qu'elle le soit. Trop nombreuses, c'est dit. On ne peut pas à la fois dire que tout va bien et puis que les gardes à vue sont trop nombreuses, comme le dit le gouvernement. Donc il faut absolument trouver une solution. Et c'est sans aucun doute, et moi je soutiens les propositions de loi qui vont dans ce sens-là, dans la présence de l'avocat que se trouve la solution, à la fois pour faire respecter les droits et pour faire respecter davantage les conditions de la garde à vue. Enfin, là on est quand même sur un problème de bon sens. Et je crois qu'on pourrait, si on était de bonne volonté, trouver ensemble des solutions. C'est un sujet qui pourrait faire consensus si on n'avait pas justement l'intention de déséquilibrer nos lois dans un sens sécuritaire qui en plus ne fonctionne pas. Parce que tout de même, vous avez tout à l'heure évoqué les statistiques, je note qu'elles se sont très fortement dégradées depuis 2002. Dominique Paillet, puis Denis Jacob. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut effectivement évoluer sur la garde à vue et son utilisation. La garde des Sceaux a fait un certain nombre de propositions. Tout cela devrait prendre place dans le cadre d'un projet de loi qui, pour l'heure, n'est pas encore déposé. C'est vous dire si la concertation est ouverte et l'évolution du dit projet encore tout à fait possible. Parmi les possibilités, il y a celle que Maître Charrière-Bournazel vient de présenter, qui est connue, c'est-à-dire la présence de l'avocat dès la première heure. Mais plutôt que d'aller dans ce sens, je crois que vous êtes contre. Écoutez, je suis moi-même avocat. Donc, moi aussi. Citez-moi sur les centaines de milliers de gardes à vue depuis quelques années, combien d'avocats ont été compromis pour avoir mal agi? Tout simplement. Ça se compte sur les doigts d'une main par rapport aux violences policières qui ont eu lieu depuis 10 ans. Tout simplement parce que je ne suis pas sûr que cela garantirait une bonne efficacité pour l'enquête. Et l'entrave à laquelle Maître Charrière-Bournazel fait référence est certes un comportement rarissime, mais pour le reste, je pense que la présence de l'avocat pourrait entraîner, de la part de celui qui est auditionné par la police, un comportement qui n'est peut-être pas, comment dirais-je, susceptible de faire éclater la vérité. Ce que propose Madame Alliot-Marie, qui consiste à permettre à l'avocat, dès qu'il vient, s'il y a prolongation de la garde à vue, à lui permettre de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, notamment des procès-verbaux qui auront été rédigés, me semble être un compromis tout à fait acceptable. Encore une fois, ce que vous faites conduit à stigmatiser, et je le regrette, les forces de police. Alors, et dans un pays, excusez-moi, mais dans un pays où les juges en ce moment dans un grand désordre de courage sont en train d'invalider les procédures en France. La Cour de Strasbourg n'a pas statué ni condamné parce qu'elle n'a pas été saisie. Et quand elle le sera, la France sera condamnée. Si vous permettez. Laissez terminer son propos et ensuite je voudrais m'adresser à vous.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, dans cette affaire, on essaie de stigmatiser un certain nombre de fonctionnaires, de gens qui travaillent. Vous préférez stigmatiser ceux qui assument les droits de la défense, c'est-à-dire les avocats. C'est incroyable. Je ne stigmatise personne. Je dis simplement que ce que nous sommes en train de faire touche l'ensemble de la procédure pénale et qu'il faut donc regarder à l'intérieur de ces modifications fondamentales le respect de tous les équilibres nécessaires à une justice sereine. Si vous me le permettez, je termine ma phrase. Nous avons eu dans le passé des procès qui ont été des désastres parce que les enquêtes préalables avaient été malmenées, non pas par des policiers mais par des juges. Et donc il nous faut éviter ce type d'écueil. Encore une fois, ne stigmatiser personne. Non, je vais donner la parole. Vraiment froid dans le dos. Je vais donner la parole à Denis Jacob simplement. Heureusement, Strasbourg existe. Vous allez prendre la parole simplement parce que, au-delà du problème de la garde à vue, se pose, aux yeux de l'opinion, parfois la question du comportement de certains policiers à l'égard des jeunes, de l'utilisation des menottes, par exemple, parfois pour un simple ticket de bus oublié ou périmé, Laetitia. Oui, c'est précisément ce qui est arrivé à deux jeunes de 13 et 14 ans. Lundi, c'était à Troyes, dans l'Aube. Les deux ados montent dans un bus avec leur carte de transport scolaire. Seulement, voilà, elle n'est pas valable parce que c'est les vacances. Et comme ils n'ont pas de quoi payer leur ticket, eh bien, les contrôleurs appellent la police pour un contrôle d'identité. La suite, c'est Alan, un des deux jeunes, qui nous la raconte. Le contrôleur, il me prend ma carte de main. Il demande l'adresse et le nom. Je lui dis, c'est écrit dessus, vu qu'il m'avait mal parlé. Il fait, ah ouais, tu veux jouer comme ça. Il appelle la police directe. On descend juste au hall. Il y a les polices et les gendarmeries qui arrivent. Il y a le premier policier, il commence à me fouiller. Il prend ses menottes, il m'attache. Mon copain aussi, il a été attaché. On est partis chacun dans une voiture. Alors les deux copains ont terminé l'après-midi au poste, menottés à un banc en attendant que leurs parents viennent les chercher. Est-ce qu'il s'agit ou non d'un excès de zèle des policiers? Pour Mathieu Bernier, le patron de la police du département, la réponse est claire. Les policiers n'ont fait qu'appliquer le règlement. Dès lors qu'on a des mineurs sous notre responsabilité, on se doit, pour leur propre sécurité, d'être très vigilant à leur endroit. Alors je peux comprendre l'émotion que suscite le port des menottes à l'égard de jeunes mineurs. Que se serait-il passé? Quelle aurait été la réaction des parents s'ils avaient pris la fuite de cette voiture et s'ils étaient renversés dans le flot de circulation? Alors précisons que Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, a précisé ce matin sur Europe 1 qu'il soutenait les policiers et les gendarmes dans toutes ces affaires de garde à vue de mineurs dont on parle en ce moment. Est-ce que, Denis Jacob, est-ce que vous êtes sensible justement, pour reprendre le mot du directeur départemental de la sécurité de l'Aube, l'émotion, parfois, de certains parents? Bien évidemment que c'est compréhensible. Un gosse de 13 ans menotté parce qu'il a perdu son ticket ou parce qu'il a fraudé dans le bus. Bien évidemment que c'est compréhensible. Mais si vous me permettez, Paul Amar, parce que par rapport à la garde à vue, mais très rapidement, je voudrais juste ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment, que le 9 février, la Cour d'appel de Paris a rejeté une requête en annulation qui était demandée par rapport à une garde à vue en matière de stupéfiants. Donc ça, et qui était basée sur justement les cours, sur les arrêts de la Cour européenne. Tous les arrêts et toutes les décisions de justice ça, disent c'est le premier contraire point. en ce moment. Deuxième point, toujours sur les gardes à vue, il faut quand même que les téléspectateurs soient sensibilisés sur la question de l'avocat dès la première heure. Sur l'affaire du 20e, on nous dit il faut que l'avocat soit là dès la première heure. Tout est fait. On saisit le barreau, on faxe la demande d'avocat, il est arrivé 4h30 plus tard. Donc quand on nous dit il faut que l'avocat soit là dès la première heure pour consulter... Vous citez une exception. Non, monsieur, non, malheureusement, c'est vrai. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est vrai. Nous avons mis au point un service bénévole concernant de permanence d'avocats en permanence. Je vous remercie. Depuis des années. Par rapport aux téléspectateurs, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire notamment les avocats commis d'office, est au bord du gouffre. Un article du Figaro, le 10 février, fait état de 308 millions d'euros versés en 2009. 245. Qu'il faudra 90 millions de plus, et le Conseil national des barreaux préconise le doublement, c'est-à-dire près de 800 millions d'euros pour l'aide juridictionnelle, et on veut mettre de nouvelles taxes. Donc, il faut quand même bien dire que tout ça, c'est le contribuable qui va payer. Simplement un mot pour terminer un mot. Sur la relation, oublions l'aspect technique ou juridique, sur la relation entre la police et les Français, tout simplement. Est-ce que vous êtes conscient des crispations possibles entre la police et les Français? Est-ce que vous êtes soucieux d'améliorer cette image, parfois, de la police auprès de familles, simplement? Je ne parle pas de stupéfiants, de gangsters, de criminalité, simplement auprès de familles ou de parents. Écoutez, Paul Amar, il y a 2 ans, nous avons mené une enquête auprès de la population qui a été d'ailleurs faite par un journal une année plus tard. On avait recueilli 94% de la population favorable et qui soutenait la police nationale en ce qu'elle faisait. Donc de dire qu'il y
y a des problèmes avec la population, c'est faux. De dire qu'il y a des problèmes avec une certaine catégorie de la population qu'on appelle plus vulgairement des voyous, oui. Enfin, on ne peut pas laisser dire ça. L'enfant de 13 ans n'est pas un voyou, monsieur. Non, la police... Paul Amor a précisé qu'on ne parlait pas de ce genre de cas particulier. La police remplit un rôle essentiel dans ce pays. Les policiers doivent être soutenus. C'est un très beau métier. Et ces 94% ne me surprennent pas. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est un certain nombre d'abus, c'est un certain nombre de dérapages. Mais il y en a. Écoutez, le menottage, c'est pas un abus, c'est l'article 803 du Code de procédure pénale. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à laisser penser que rien ne se passe. Donc on reviendra, mais peut-être avec aussi des magistrats. Il y a des dérapages. Il y a aussi la relation entre la police et les magistrats qui se posent. des policiers qui sont à côté de nous dans ce combat et qui m'écrivent et qui disent la même chose que ce que nous disons. Vous avez quantité de policiers. Excusez-moi, mais il n'y aurait plus de débat. Non, le débat est par définition contradictoire. Monsieur Comte, monsieur Gagnot, monsieur Vénègre, qui est commissaire divisionnaire honoraire, excusez-moi. Alors si on invite un policier de son côté, on invitera un avocat du vôtre. Voilà, donc il y en a un déjà. Un avocat qui ne défend pas les avocats, c'est quand même assez incroyable. Il ne défend pas les droits de la défense. Je ne serais pas représenté par Dominique Payet. Sachez aussi, et de chercher les meilleures solutions dans l'intérêt général. Il y a quantité de policiers qui, dans les commissariats, payent de leur denier le sandwich pour nourrir le gardé à vue. On reviendra sur le sujet. Merci.